Ça a été la news de la rentrée. Bucherer a été racheté par Rolex. Rolex est devenu un revendeur. Rolex est devenu un AD. C'est absolument incroyable et ça nous a tous pris par surprise. Alors pour vous faire le pédigré des époux Bucherer-Rolex, Rolex c'est 28% de la valeur totale des exportations de l'industrie horlogère suisse. Bucherer c'est 100 magasins à peu près dans le monde, dont 53 qui vendent Rolex et 48 qui vendent Tudor. Donc au final, on a quand même un pédigré assez sympathique des deux côtés. À propos du passé de ce couple, on peut dire que Rolex et Bucherer sont ensemble depuis au moins une petite centaine d'années. C'est des noces de quoi, ça, centaine d'années? Ça doit être des noces de diamants ou un truc dans le genre. Bucherer a commencé à revendre des Rolex en 1924. On est en 2023, donc ça fait 99 ans. Et de nombreuses d'ailleurs Rolex que vous pouvez retrouver, des Rolex vintage, étaient co-signés sur le cadran à l'époque Bucherer-Rolex. Rolex a vraiment été aidé par Bucherer. Les Rolex ne se vendaient pas comme des petits pains aujourd'hui, c'était un petit peu plus compliqué. La montre de bracelet n'était pas très bien installée, on était toujours sur des montres de gousset qui étaient portées dans la poche. Et Rolex, eux, ils avaient envie de vendre des montres de bracelet, des montres qui se portaient au poignet. Et donc Bucherer a gentiment aidé Rolex à vendre ses montres. Et on n'oublie pas non plus que récemment, Rolex avait lancé son Certified Pre-Owned, dont je vous mets la vidéo par ici, uniquement avec Bucherer. Au départ, c'était sûrement déjà dans les tuyaux ce mariage, je n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais alors, pourquoi racheter un revendeur alors que Rolex n'était jusqu'à présent qu'un vendeur de montres, qu'une marque de montres, et n'avait, à part à Genève, dans une de leurs boutiques, aucune boutique en propre. Pourquoi le faire? Rolex, comme je vous en parlais dans cette vidéo sur les parts de marché que je vais vous mettre ici, et d'ailleurs que je vous recommande de regarder, Rolex était donc avant cela simplement un fabricant, elle laissait la vente dans les mains des autres. Par exemple, quand elle ouvrait une boutique Tudor sur les Champs, parce qu'il ne faut pas oublier que Tudor est la propriété de Rolex, quand elle ouvrait cette boutique sur les Champs-Élysées à Paris, c'est la boutique Dubaï qui ouvre une enseigne, et c'est pas Tudor en propre qui ouvre l'enseigne. Quand la marque Rolex est présente aux 24 heures du Mans, c'est Bucherer à Paris qui installe l'endroit aux 24 heures du Mans, et c'est pas Rolex. Alors bien sûr, c'est des codes qui sont imposés par les marques, mais ce sont ces différents revendeurs, AD Authorized Dealer, qui investissent finalement de l'argent pour faire ces mises en avant. Mais, car il y a un mais, face à ces petits changements de cap qu'on peut voir chez toutes les marques, on peut voir chez Audemars et chez Vacheron, on pouvait constater que Rolex était un petit peu le dernier poids lourd à ne pas bouger et à garder comme ça ce système de revente de pièces et à ne pas prendre en propre son réseau de distribution. Car oui, les marques que je viens de vous citer, que ce soit Audemars, Vacheron, d'autres, Patek, etc., ont toutes fermé les points de vente qu'elles avaient un petit peu partout, les revendeurs, enfin presque tous les revendeurs, après ça dépend de certains marchés, mais en tout cas quasiment tout à Paris par exemple, c'est vraiment le cas. Audemars Piguet est revendu uniquement en boutique Audemars Piguet, rue Royale à Paris, et vous ne pouvez pas en trouver ailleurs. Ça leur permet de contrôler leur distribution, mais Rolex, eux, ne contrôlaient pas leur distribution puisqu'ils passaient par de revendeurs. Et ça, vous le savez, vous les connaissez très bien, les AD. Mais alors, pourquoi Rolex rachèterait un tel réseau de boutiques multimarques, qui plus est, alors qu'elle annonçait en 2019 qu'elle voulait pas du tout s'en mêler, et donc pour rentrer dans un système vraiment de distribution, comme le font les autres avec des boutiques en propre. Alors d'abord, parce que c'est Bucherer. Bucherer était dans une situation spéciale. Le dernier héritier de la famille, Jörg Bucherer, n'a pas de descendance. Il est la dernière personne encore active au sein de Bucherer à avoir connu et collaboré avec le célèbre Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex. Et donc ça a créé un lien extrêmement particulier entre Rolex et Bucherer. C'était bien plus qu'un simple partenariat commercial, finalement presque d'un lien familial. Il y a vraiment du respect entre les deux entreprises. Voilà, le respect, je pense que c'est le mot qui est le plus revenu dans les discussions que j'ai pu avoir avec certaines personnes très bien informées. Deuxième point, on peut dire que ça peut être aussi pour occuper le terrain, quoi. Si Jörg Bucherer souhaite se retirer, ou malheureusement disparaît, qu'est-ce que la société va devenir? Qu'est-ce que Bucherer va devenir? C'est vraiment des questions qu'il a dû se poser et qu'ils ont dû se poser aussi chez Rolex. Donc, à qui vendre sa société? Bon, je pense qu'il y a
plein de gens qui auraient pu la racheter. Il aurait pu laisser LVMH, le Swatch Group, Richemont racheter le réseau. Et finalement, si Rolex laisse faire une telle vente, une revente à un de leurs plus gros concurrents, ils vont donner une très belle part de leur chiffre d'affaires à un concurrent direct. Franchement, ce serait extrêmement risqué et peu habile, sachant que, comme je vous disais en début de vidéo, on parle quand même d'une centaine de boutiques qui revendent entre Rolex et Tudor. On peut aussi se dire que Rolex a eu envie dans cette opération de reprendre le contrôle de l'expérience d'achat. L'achat d'une Rolex, c'est un moment très spécial en ce moment. On va dans une boutique pour être sur une liste d'attente et la plupart du temps, on n'a pas de nouvelles de cette liste d'attente sans vraiment comprendre pourquoi. En interne, Rolex est, du moins avec moi de manière très, je dirais, officielle, regardante sur la manière dont les clients sont traités. Rolex ne se moque absolument pas de la manière dont ses clients vivent leur expérience d'achat. Mais bon, in fine, c'est les revendeurs qui ont le dernier mot au quotidien. C'est eux qui gèrent leur stock, c'est eux qui font ce qu'ils veulent avec les montres qu'ils achètent. Encore une fois, ce sont des revendeurs qui achètent des produits à un fabricant. Donc c'est leur stock, même s'ils ont des contraintes, c'est leur argent finalement. Mais bon, Rolex a toujours son mot à dire, hein. C'est bien Rolex qui avait imposé à ses revendeurs de patienter pendant plusieurs semaines avant de livrer ses clients pour créer un roulement dans ses vitrines et avoir ces fameux modèles d'exposition qui ne sont pas des modèles d'exposition mais qui sont des modèles vendus, qui sont en attente de leur nouveau propriétaire. Donc on voit quand même que Rolex a vraiment son mot à dire et ne laisse pas ses revendeurs faire ce qu'ils veulent très loin de là. Donc Rolex vient ici de prendre le pouvoir, de prendre le contrôle de l'expérience d'achat de plusieurs dizaines de milliers de pièces dans le monde, à la fois sur Rolex et à la fois sur Tudor. C'est un point majeur qui a vraiment dû peser dans la balance. Autre point, Rolex a racheté Bucherer pour devenir revendeur, mais pas que de Rolex. Avec leur énorme trésorerie, je dis avec leur énorme trésorerie, on n'en sait rien, puisque Rolex est détenu par une fondation. Je le répète à chaque fois, mais Hans Wilsdorf, à son décès, a confié Rolex à une fondation, la fondation Hans Wilsdorf, qui œuvre dans le bien du canton de Genève, qui n'est pas une société cotée, qui n'est pas une société détenue par des capitaux privés, qui est une société totalement opaque, qui est une fondation. On peut se dire qu'ils ont énormément de trésorerie, qu'ils peuvent emprunter aussi des centaines de millions d'euros sans aucun souci, vu le cash que ça draine. Mais bon, rien que pour vous dire, la fondation Rolex donne apparemment, d'après un journal suisse, 300 millions de francs suisses par an à des œuvres, pour œuvrer dans le canton de Genève, ce qui était le but, l'objectif de cette fondation Hans Wilsdorf depuis le début. Avec cette trésorerie, ils auraient pu se créer leur propre réseau. Ils auraient pu ouvrir une boutique dans chaque grande ville, comme d'ailleurs de très grandes marques concurrentes l'ont fait. Ils ont le cash pour ça. L'argent n'est pas un problème. Mais non, là, ils rachètent un multimarque. Ils se mettent en capacité de revendre Rolex, mais aussi de revendre leurs concurrents. Ils viennent donc de faire ce contre quoi ils viennent de se protéger en rachetant Bucherer. Ils vont désormais bénéficier des marges de Breitling, de Longines, de Hublot, de Rado, de Tissot, de Oris, de toutes ces marques qui sont revendues par Bucherer. C'est absolument colossal, parce que c'est quand même un énorme revendeur. C'est pour se protéger d'une baisse de vitesse sur les ventes de Rolex. On en est loin, là on est dans la théorie, c'est très hypothétique. Mais c'est aussi pour aller capter de l'argent du côté des autres marques qui peuvent plutôt bien tourner. Mais alors je me suis aussi demandé quel était le message pour les revendeurs, ceux qui profitent finalement à fond de la manne Rolex, mais qui en même temps vivent avec une espèce de crainte, avec une épée de Damoclès, comme on dit, de voir cet agrément, de voir cette petite horloge flotter au-dessus de leur vitrine, disparaître à jamais. Ça a été le cas ces dernières années pour énormément de revendeurs. La ville d'où je viens, le revendeur Rolex Roure, dans la rue centrale commerçante de Tours, a malheureusement perdu son agrément Rolex. Et alors qu'à l'époque, moi je passais devant cette boutique Rolex tous les jours et je rêvais devant ces magnifiques montres que d'ailleurs j'aurais dû acheter à cette époque, si seulement j'avais eu les fonds. Alors Rolex dit que ça ne va rien changer, show must go on. Voilà, on a juste racheté un revendeur, mais ça ne changera rien. Bon, c'est ce qu'ils disent, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont pas privilégier leur réseau au détriment des autres? Personnellement, je ne peux pas l'affirmer. Il y a beaucoup de gens qui vont supposer savoir, mais personne ne saura vraiment, je vous le dis tout de suite. Comme d'habitude chez Rolex, même en interne, c'est très compliqué d'avoir des informations pour eux. Alors je peux vous dire que tous ceux qui gravitent autour, y compris moi, c'est encore plus dur. On peut quand même se douter, on prend quand même la logique, que Bucherer jouera quand même de belles allocations par rapport aux autres. Et voilà, pourquoi Rolex se priverait-elle de faire ça alors que le rapport de force est clairement
en sa faveur. D'ailleurs, l'avis des investisseurs, lui, est clairement tranché. L'action Watches of Switzerland, qui est une grosse enseigne de distribution de montres, un peu comme Bucherer, a perdu un quart de sa valeur le jour de l'annonce, ce qui est vraiment colossal, et elle se stabilise autour de moins 20%, donc c'est vraiment énorme. Est-ce justifié? Je ne le crois pas. C'était sûrement à la hauteur de la surprise de cette nouvelle qui nous a tous pris de court là à la rentrée. Ce sera intéressant de voir comment les choses vont évoluer, de voir comment ce marché va muter, va se remettre de cette crise du Covid qui a finalement été transformée en énorme succès pour de nombreuses marques et pour finalement toute l'industrie horlogère. Comment ils vont réussir à contrer la baisse du volume de vente global des montres suisses et comment aussi ils vont réussir à peut-être arrêter de contrer cette baisse des ventes globales et des volumes en augmentant les prix. C'est très intéressant de voir ce qui se passe dans le monde de l'industrie horlogère ces derniers temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.